On est parti. Donc, je voulais commencer par une présentation que j'ai faite au préalable. Simplement, ce que je veux rajouter, c'est que dans ma formation, je suis à la fois entraîneur, mais aussi kiné et préparateur physique. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu me présenter, entre autres, cette thématique qui est la prévention des blessures au niveau du futsal. Vous allez voir dans ma présentation que j'ai utilisé pas mal d'éléments aussi des sports parallèles, comme le foot, le basket, le squash, etc., comme information, pour aider à compléter, illustrer et vous montrer un peu ce qui se fait aussi dans les autres sports. Parce que bon, on n'invente pas tout, hein, on utilise un petit peu tout ce qui se passe déjà au préalable dans les autres disciplines. On sera axé du coup sur 3 parties. La première partie donc, qui sera donc, sur les généralités, une deuxième sur les différents outils qu'on pourra utiliser dans la prévention des blessures, et on finira sur une troisième partie où vous aurez pas mal d'exemples, pas mal d'exposés plutôt intéressants. Sur les généralités, dans un premier temps, il est important de voir le joueur. Il est au cœur d'un système donc, de personnes qui sont relativement proches. Dans le premier hémicycle, on peut voir tout ce qui est corps médical, tout ce qui est corps technique, mais également tout ce qui est préparation mentale et physique. Et puis, on a un deuxième hémicycle où là, le joueur a affaire à d'autres personnes qui peuvent entrer dans sa formation et donc dans son cursus. Maintenant, on va découvrir et voir quels sont ces acteurs qui interviennent dans la prévention des blessures chez le sportif. Les blessures, elles sont sur 6 grands facteurs qui sont osseuses, nerveuses, dentaires, articulaire et méniscale, musculaire tendineuse et cardiaque. À savoir que les 3 premières, on peut les éviter par le biais de l'équipement du joueur et par le biais donc d'équipements de protection. Les 3 suivantes, on va pouvoir les contrôler, les limiter par le biais de l'entraînement et par le biais de l'entraînement invisible. Plus tard, je vous expliquerai qu'est-ce que l'entraînement invisible pour rentrer un peu plus dans le détail. Chez le joueur de futsal, on se rend compte que plus de la moitié des blessures sont sur les membres inférieurs. Très peu sont sur le membre supérieur. Mais on peut voir essentiellement que les blessures sont axées sur la cheville et le pied, à 25%. Un quart des blessures cheville-pied, et on a quand même 12% des blessures qui sont d'origine musculaire. Historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières études qui sont mises en place sur la prévention des blessures sont en 1980, suite à un taux élevé de blessures dans le football. Donc de là, ils ont mis en place des recherches au niveau mondial. Ils ont mis en place des programmes spécifiques afin de savoir si la prévention pouvait réduire les blessures. Et ça a été le cas. Ils ont réussi à le prouver que différents athlètes, bien sûr au niveau du football, masculin et féminin, ont pu réduire leurs blessures suite à ces programmes. Du coup, beaucoup de publications scientifiques sont sorties et on garantit donc ce travail de prévention. Mais attention, toutes les stratégies ou programmes ne sont pas forcément bonnes. Pourquoi ? Parce qu'un programme doit être efficace. Pour qu'il soit efficace, il faut comprendre le mécanisme de la blessure et de son étendue, ce qui va permettre derrière d'établir et d'élaborer du coup ces stratégies et programmes. La prévention, il faut savoir une chose, c'est que ça intéresse très peu de personnes. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu de temps d'entraînement. On est souvent pris par la tactique, la technique, oui, la préparation physique, mais la préparation physique doit incorporer la prévention. Mais on pense plus à la préparation physique pour la performance. Donc du coup, les joueurs, les entraîneurs ne pensent pas que la prévention puisse avoir un impact sur la performance. Donc, il faut qu'on arrive à les convaincre. Pour cela, c'est simple. La prévention, c'est quoi ? C'est rendre un corps plus alerte, c'est rendre un corps plus fort. Du coup, c'est permettre aux joueurs d'avoir moins de blessures. Si le joueur a moins de blessures, automatiquement, il a plus de temps de jeu. Et s'il a plus de temps de jeu, le joueur, il est bien psychologiquement, en plus d'être bien physiquement. Il est bien dans sa peau. Donc, automatiquement, on va ressortir le meilleur du joueur et donc, on va aboutir sur de la performance. Et c'est là où c'est très important, il faut bien comprendre la prévention. C'est que la prévention, elle a aussi un impact sur la performance. Il y a des études UEFA qui ont montré que les équipes qui ont le moins de blessés réussissent mieux leur championnat et réussissent mieux la Ligue des Champions. Donc, la prévention
a vraiment sa place dans la prise en charge du joueur. Et donc, la prévention est un concept d'amélioration des performances. La FIFA a mis en place un programme au niveau du football qui est FIFA 11+, qui est un ensemble d'exercices, et je vous montrerai ultérieurement quelle est sa composition et comment il s'organise. Et en tout cas, ce programme permet aux joueurs de devenir un meilleur athlète, à la fois sur la force, l'équilibre, la coordination. Donc le joueur a tout à y gagner en étant dans la prévention. Après, qu'est-ce que la prévention? Alors, si on prend une définition du dictionnaire, la prévention, c'est un ensemble de mesures prises en vue d'éviter les accidents, les inconvénients, donc entre autres les blessures. Et il existe deux types de prévention. La première, elle va s'axer sur des joueurs qui n'ont pas eu d'antécédents de blessures. La deuxième, elle va s'orienter sur les joueurs qui ont eu des antécédents de blessures. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les blessures, généralement, elles sont dues soit à des entraînements qui sont inadéquats, soit à des anomalies structurelles au niveau du corps, soit des déséquilibres physiologiques ou musculaires, mais également une mauvaise hygiène de vie et d'autres éléments négatifs qui vont imputer donc sur la condition du joueur. Et si on résume tout cela, les blessures sont le signal que le corps ne travaille pas dans les conditions du coup favorables. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est le sportif qui connaît son corps et pas les intervenants extérieurs. Donc le sportif, c'est la clé. Il est au cœur du système. D'accord? Et il ne doit surtout pas pratiquer donc, le sport sans règles. Et ça, il est au courant à la base pour éviter les blessures. Donc, des stratégies préventives où il faut le renseigner, l'informer, avoir du personnel formé aussi autour du joueur afin de travailler dans la spécificité de la pratique pour mieux répondre aux exigences. Et ça, à la fois collectivement, mais aussi individuellement. Les différentes études donc, ont montré que la coordination de différentes composantes par rapport à la prise en charge ont une efficacité pour réduire les blessures chez le sportif. Donc c'est là où la stratégie doit être forte. Il ne faut pas rester juste sur un élément, type la force ou l'équilibre. C'est l'ensemble de tous ces éléments. L'équilibre, la force, le gainage, la course, l'analyse biomécanique. Tous ces éléments-là qui vont nous permettre de travailler sur les préventions. Sur la prévention, pardon. Maintenant, on va voir les outils. Les outils non liés à l'entraînement. Alors déjà, par rapport aux outils qui ne sont pas liés à l'entraînement, il y a une chose qui est très importante. Il faut éviter l'évitable. Ici, je vous ai mis à peu près 10 histoires de joueurs qui se sont blessés chez eux. L'un en voulant remettre une étagère, l'autre en voulant ramasser une pièce de Scrabble, un autre qui est allé au feria de Mont-de-Marsan et qui s'est battu et qui a pris des coups de poing. Voilà. Là, je pense qu'il est important d'expliquer aux joueurs que sa vie en dehors du terrain et du cadre sportif est à prendre aussi avec mesure et savoir un peu ce que l'on fait et pas faire n'importe quoi. On évite de faire comme Dennis Rodman, de partir à Las Vegas pour faire deux nuits ou 2 jours plein de fêtes et pour ensuite se blesser derrière en s'imbibant d'alcool, par exemple. Voilà, donc on évite l'évitable. Ensuite, très important dans la prévention des blessures, c'est la visite médicale. Important qu'il y ait une prise en charge d'un médecin qui puisse faire des tests pour garantir le bon état de santé du joueur ou de la joueuse. Ça, c'est très important. À partir de la visite médicale, le docteur il doit être capable derrière de déceler s'il y a des troubles cardiaques, s'il y a des troubles musculaires ou des anciennes blessures. Mais lui, il va aller encore plus loin. Il va aller voir s'il y a eu des antécédents familiaux, des antécédents dans la carrière. Donc, des choses qui, vous, en tant qu'entraîneur, ne vont pas forcément, d'une part, vous regarder, parce que c'est du médical, mais deuxièmement, que vous allez passer au-dessus parce que vous n'avez pas forcément la compétence. C'est pour ça que la visite médicale, ça doit être la première chose à faire avant de mettre un pied sur un terrain de futsal. Ensuite, il y a la pédagogie. Pédagogie, déjà, c'est du matériel. On veut éviter les blessures, et bien tout simplement, on évite du matériel qui glisse. On évite les bâtons, on évite les coupelles, on évite les cônes, on évite les cerceaux. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels le joueur peut rouler et le joueur, entre autres, peut faire des blessures aux chevilles. Vous avez vu étrangement, au début de la session, 25% des blessures sont sur la cheville et le pied. Donc, on évite ce type de matériel. Par contre, on utilise
bien sûr, tout ce qui est mannequin aussi gonflable, des buts gonflables, mais on peut aussi utiliser en matériel pédagogique tout ce qui est lamelles, tout ce qui est plaquettes, des choses qui restent au sol, qui sont plates. Après, dans la pédagogie aussi, on a l'approche de la séance. Je ne vais pas rentrer dans une pédagogie de séance, je vais simplement vous dire en 2-3 mots qu'il faut respecter un échauffement, un corps de séance et un retour au calme. Pourquoi? Parce que l'échauffement et le retour au calme ont des impacts sur le cardiaque, le cœur. Bien sûr, quand on est jeune, tout va bien, mais ces impacts vont avoir un effet sur le long cours. C'est-à-dire que si vous chointez l'échauffement ou le retour au calme, mais il est possible que dans quelques années, le cœur puisse avoir des effets, des infarctus ou angine de poitrine, etc., vers 50, 60 ans. Bon, il ne faut pas l'oublier. Donc, il est très important de mettre en place un échauffement et un retour au calme. Pourquoi aussi l'échauffement? Parce que le futsal est une pratique qui s'effectue avec une fréquence cardiaque qui s'élève à 94% de la fréquence cardiaque max quand on est sur le terrain. Donc, c'est énorme. Et si on compare par rapport au football, on n'est que sur du 84%. Donc, il y a une différence de 10% qui n'est pas des moindres, sachant qu'en plus, qu'on est proche du maximal. Donc, le futsal, au niveau cardiaque, très important de respecter l'échauffement et le retour au calme. Je compare avec le squash, là. Pourquoi? Parce qu'au niveau du squash, beaucoup de personnes, des ingénieurs, des personnes donc, à haute responsabilité, font souvent du squash entre midi et 2. Ils n'ont pas forcément le temps. Ils prennent leur raquette, ils y vont en courant donc, sur le terrain de squash et ils tapent la balle tout de suite sans échauffement. Bizarrement, on retrouve une recrudescence donc, au niveau de ces joueurs-là d'infarctus à 50, 60 ans. J'avais une personne, moi, dans une formation, un prof de squash qui passait le BE2. Il avait eu 2 infarctus et il avait eu un double pontage à 45 ans. Donc, très important, l'échauffement et le retour au calme. Ensuite, bien sûr, tenir compte de tout ce qui est bandage et contention. Alors, ça parle de quoi? Taping, strapping. Donc, taping, ce qu'on peut voir donc, ici avec les bandes. Strapping avec la chaussette blanche ici. On peut avoir tout ce qui est genouillère, chevillère. Donc, on peut avoir ici. Mais également autre contention type booster pour les mollets et type chaussettes de contention. Voilà. Chaussettes de contention et booster, on est plutôt sur de la prévention primaire. Mais sinon, pour tous ces outils, on est surtout sur de la prévention secondaire, essentiellement. Parce que ça aide déjà physiquement et puis ça aussi, c'est un soutien psychologique. Du coup, on est quand même sur 50% de réduction des rechutes de blessures. Donc, c'est quand même plutôt essentiel. Et puis, ça aide aussi aux joueurs psychologiquement dans sa tête à être bien avant de rentrer sur un terrain. Donc, c'est essentiel. Ensuite, on a tout ce qui est entraînement invisible. Alors, par rapport à ça, il y a beaucoup d'éléments. On pourrait en faire un roman. Mais déjà, il faut tenir compte de l'environnement. La chaleur, le chaud et le froid. Le corps ne va pas réagir de la même manière entre le chaud et le froid. Pour le chaud, on est sur un facteur, donc sur un exercice d'adaptation. S'il fait très chaud et que votre joueur ne transpire pas, ce n'est pas normal. Et là, c'est qu'il y a un problème. Donc, médical tout de suite. Par contre, de l'autre côté, s'il fait froid, c'est un principe de lutte contre. On lutte contre le froid. Tout ce qui est engelure, gelure, etc. Donc, il faut protéger le corps avec de la crème, des huiles, des vêtements, etc. Ensuite, pour tout ce qui est environnement, on a le sol. Selon le revêtement du sol, il peut être en ciment, en PVC, en lino, en parquet. On va avoir des chaussures différentes et une adaptation du corps différente. Attention, également, si vous vous entraînez sur 2 sols différents dans la semaine, c'est très mauvais pour l'organisme dans le sens où on augmente le risque de blessure, type pubalgie par exemple. Si vous êtes amené de vous entraîner sur un parquet et puis sur du dur, sur la même semaine, donc faire attention. Ok, donc c'est pour ça aussi que le programme de prévention est très important. Également sur les horaires, faites gaffe par rapport à ça. Si on n'a pas l'habitude de s'entraîner tard, par exemple, le corps peut être fatigué et si on est fatigué, on a une baisse de vigilance. Baisse de vigilance, c'est là où on a les blessures. Je pourrais vous raconter un sacré nombre d'anecdotes où moi je me suis blessé par rapport aux horaires. Donc juste sur des doigts, sur des prises de balles, complètement très facile. Mais bon, voilà, faut le savoir. Ensuite, il y a aussi l'équipement du joueur, les vêtements, les protections pour le gardien, voilà, qui rentrent en ligne de compte.
Et puis aussi la pharmacologie. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des médicaments qu'il faut éviter. S'il n'est pas prescrit par le médecin et si ce n'est pas géré. Alors bien sûr, ce n'est pas votre ressort. Mais c'est important si vous savez qu'un joueur prend tel ou tel médicament, tel des diurétiques, par exemple, qui fait donc éliminer beaucoup d'eau. Mais quand on perd de l'eau, ben, on perd aussi de la vigilance. OK? On continue dans l'entraînement invisible où il y a la nutrition. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a aussi l'hydratation. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Varier les eaux. Rester plutôt sur des eaux de source plutôt que sur des eaux minérales. Pensez aux eaux gazeuses qui sont riches en bicarbonate et en sodium pour après les entraînements, pour une meilleure régénération. Et pensez à boire avant, pendant et après l'entraînement. Ensuite, il y a le sommeil également. Très important d'avoir un sommeil bien régulier. Si le sommeil ne fonctionne pas, mais en tout cas s'il est mauvais, pensez aux siestes et aux micro-siestes. Donc ça, c'est aussi un point très important. Donc là, on pourrait faire sur l'ensemble de ces trois-là, et même des suivants, on pourrait faire tout un topo et un exposé. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je passe, c'est juste la notion qu'il faut avoir. La nutrition, hydratation, sommeil. Ensuite, il y a tout ce qui est récupération. Le massage, l'automassage qu'on peut faire entre autres avec le foam roller qu'on a ici, que je vous montre là. Aussi les semelles qu'on peut faire par le podologue. Ensuite, tout ce qui est type de soins annexes, ostéo, chiropracteur, posturologue, etc. Donc, je vous marque aussi le foam roller. Ensuite, tout ce qui est cryothérapie, douche froid-chaud, sauna, relaxation. Et puis aussi faire des activités annexes qui sont différentes du futsal. C'est très important. Ça permet psychologiquement aux joueurs de voir autre chose et de se libérer un petit peu et de ne pas penser qu'au futsal, ce qui va le rendre encore meilleur. Et pour finir, dans l'entraînement invisible, pas besoin de vous faire la pub là-dessus, je ne vais pas vous sortir les pubs que font le ministère de la Santé, mais le tabac a un fort impact également sur le niveau santé et sur le risque cardiovasculaire associé au futsal. Le futsal est une pratique très intense. Si en plus vous avez des joueurs qui fument, je peux vous dire que sa santé, elle risque vraiment d'en prendre un coup très rapidement. Ensuite, il y a l'alcool. On le sait que beaucoup de personnes sortent le samedi soir ou le vendredi. Mais l'alcool, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui prend une forte consommation d'alcool d'un coup est beaucoup plus dangereux au niveau des blessures musculaires qu'une personne qui prend de l'alcool régulièrement. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut prendre de l'alcool régulièrement. Je dis juste que ça a plus d'impact. Mais après aussi, prendre l'alcool régulièrement va avoir de l'impact au niveau musculaire sur le muscle, sur la résistance. Donc, il faut éviter. Et puis, bien sûr, tout type de drogue qui ont des forts impacts sur l'état de l'individu psychologiquement que physiologiquement. Donc, anima sana in corpore sano, donc un esprit sain dans un corps sain. Très important. Maintenant, on va venir sur les choses de terrain, un peu plus pour certains qui estiment que c'est plus important, mais c'est tout aussi important que les outils qui ne sont pas liés à l'entraînement. Alors, les étirements. Les étirements sont bien, sont pas bien, on peut dire plein de choses. Simplement, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui montre que les étirements ont un impact sur la prévention des blessures. Donc, on ne sait pas. Mais subjectivement, les joueurs ou les entraîneurs pensent que ça les aide. Donc, il faut le faire par rapport aux préventions. Après, les étirements sont quand même nécessaires. Si on devient raide, on est bien d'accord que derrière, on va avoir un impact sur le muscle. Par contre, quand le faire? Quel type d'étirement faire? Comment le faire? Pourquoi? On peut être aussi sur un topo. Je ne vais pas rentrer sur le détail, mais là, c'est important que si vous faites des étirements, il faut vous renseigner, vous documenter et aller voir les différents livres. Christophe Geoffrey, entre autres, il a fait un très bon livre. C'est un intervenant kiné au niveau de la FFF. Plutôt pas mal, mais il y a d'autres aussi bouquins là-dessus. Par contre, l'étirement, ce n'est pas ce qui est le plus efficace. Le plus efficace, c'est le travail excentrique. Le travail excentrique, c'est une contraction lors de l'étirement. C'est le gun standing de la prévention. C'est vraiment le travail qui va vous apporter beaucoup de force sans prendre de masse et donc du coup vous rendre plus résistant et plus costaud sur les parquets. Ce type de travail de contraction permet à la fois de travailler sur la prévention et donc sur la force. Par contre, il est important de savoir, c'est que plus vous mettez de charge dans l'excentrique, plus il y aura besoin de récupération. Je vous donne un exemple. Si vous travaillez à 90%, voire 100% de votre charge maximale, de votre RM, vous aurez besoin de 14 jours pour récupérer d'une séance excentrique. Donc, bon,
c'est à vous de voir. Moi, personnellement, en tant qu'entraîneur, je l'utilise, mais pas comme ça. J'utilise par one shot, c'est-à-dire un exercice par-ci, un exercice par-là, avec très peu de répétitions, très peu de séries. Comme ici, il faut à peu près 3 séries max, 10 répètes max et une récup d'1 minute 30 entre chacune des séries. Et là, on a des résultats intéressants au bout de 8 semaines. Ensuite, très important, quand vous utilisez l'excentrique, si vous utilisez trop l'excentrique sur les ischios, ben, on risque aussi de déséquilibrer le ratio ischio-quadri qui doit être égal à 1. Si vous déséquilibrez ce ratio, c'est un risque pour le ligament croisé antérieur. Donc, très important, si on muscle les ischios, on muscle les quadriceps également, et pas que l'un ou l'autre. Les deux vont de pair. Une petite vidéo un peu sur le travail excentrique qui peut être mis en avant. Alors, ici, vous avez un travail sur les mollets. Donc, l'excentrique, c'est je contracte sur l'étirement. Ici, on est sur le mollet. C'est-à-dire que je pars sur une position raccourcie du mollet et plus ça va, et plus je descends sur une position allongée. Donc, en fait, on freine la descente pour allonger le muscle. Ici, le gars, il va beaucoup trop vite. 5 secondes pour descendre, 1 seconde pour remonter. Mais au moins, ça vous montre un type d'exercice qui peut être fait. Et voilà aussi une variante qui peut être faite sur une jambe. Pareil, il descend un peu trop rapidement. Et là, on travaille sur le quadriceps. Une autre variante qu'on peut faire, pareil, il descend trop rapidement. Mais l'idée que je voulais vous montrer avec ce mec-là, c'était surtout la variation des exercices que l'on pouvait avoir. D'accord? Dans cet exercice-là, il y a une petite erreur de sa part, il fléchit trop la jambe. Il faut garder la jambe un peu plus tendue, légèrement fléchie, pour que ça travaille sur les ischios. Ici, on est encore sur le quadri. Là, il le fait plutôt bien. La vidéo suivante, on va avoir une autre adaptation, voilà, sur les ischio-jambiers. Si on peut avoir un Swiss ball, plutôt intéressant de pouvoir travailler sur les ischio-jambiers en excentrique. On freine l'extension des jambes. Ensuite, on va le faire avec les deux jambes, sans déposer les fesses au sol. On est donc sur une variante. En unipodal, sans reposer les fesses au sol. On a le travail suédois au niveau des ischios, goal hamstring, donc très très important et qui est très très puissant. Là, on le fait beaucoup plus rapidement dans la variante. Où on peut encore travailler avec élastique. Donc là, on a une bonne illustration. Au préalable, c'était en isométrique et là, on est en excentrique. Isométrique, c'est lorsque la jambe ne bouge pas du tout. Et là, on tire fort, 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 fort. Et on relâche sur le retour. Bien sûr, quand on revient sur le retour, vous avez pu voir, hein, il y a zéro travail. Hein, d'accord? Donc voilà un échantillon de travail excentrique que l'on peut faire sur le terrain. Ensuite, on a un travail de gainage. Vous pouvez voir donc ici différents types de gainage qu'on peut faire latéralement, de face ou avec un mouvement en torsion, de face type Superman avec une jambe à bras levé, de face normale avec une jambe levée. Pourquoi le gainage a une forte connotation sur la prévention? Tout simplement, c'est que on a remarqué sur différentes études que la flexion du tronc pendant la course, la position lors du tir ou le freinage et accélération était une source de blessure. De ce fait, important d'avoir un gainage du tronc pour éviter ce genre de blessure-là. Donc, le gainage va permettre un contrôle moteur au niveau de la colonne lombaire et du bassin, ce qui va nous permettre donc de préparer et d'exécuter les différents mouvements lors de matchs, lors d'entraînement. Voilà. Il peut être fait de manière statique ou de manière dynamique. Ensuite, dans le travail de terrain, on peut également faire tout ce qui est équilibre. L'équilibre qu'on appelle aussi exercice proprioceptif ou reprogrammation neuromotrice. On peut le faire sur différents outils, Bosu, le Bosu ici même, le coussin donc mousse et le coussin air.
Petite vidéo également sur le travail de proprioception. Alors, relativement riche. Là, on a 5 minutes de vidéo. Vous allez voir pas mal d'exercices que vous pouvez faire et adapter et que le joueur peut faire. Donc là, avec un ballon de handball, avec 2 ballons de handball, où on est vigilant et concentré sur nos ballons tout en gardant l'équilibre. Toujours un ballon de handball où on peut faire aussi la même chose avec un ballon de basket. Hein. Voilà, en jonglant. On peut aussi faire l'horloge de manière simplifiée. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a différentes variantes par rapport à ce travail d'équilibre. L'idée, bien sûr, ne pas de céder des mains et de rester sur ses pieds. Très important dans les correctifs, demandez donc à votre joueur de toujours travailler avec les orteils. Très, très essentiel, parce que c'est avec les orteils qu'on bosse et qu'on a l'équilibre, et non pas avec le talon. D'accord? Alors, là, dans la position, il faut corriger. Le gars doit avoir le dos droit. Ok? S'il est en courbe, s'il est courbé au niveau du dos, c'est pas forcément bon. Ok? Toujours bien prendre les sensations. Le travail d'équilibre peut se faire les yeux ouverts, peut se faire aussi les yeux fermés. Il peut se faire aussi avec l'aide d'une tierce personne, c'est-à-dire que l'autre personne peut pousser, bousculer l'adversaire. Comme là, la réception du saut, on peut utiliser par exemple un Swiss ball en poussant le partenaire. Et à chaque réception, il se réceptionne et il a l'impact. Donc comme ça, on peut aussi travailler sur le jeu avec, comment dire, avec la lutte avec du ballon, avec un autre adversaire. Voilà, donc on a différentes thématiques plutôt sympas que je voulais vous partager. On peut travailler avec les coussins d'air également, et puis du matériel pédagogique. On peut faire la même chose en prenant les cônes et en les enlevant, en les remettant. Voilà. Toujours travailler avec la pointe des pieds et pas avec le talon. D'accord? L'idée ensuite est de ne pas tomber. On peut le faire du coup avec le coussin, donc avec les coussins d'air comme il le fait là, mais aussi avec le Bosu. Voilà. Ensuite, il est important de savoir que la prévention, elle passe aussi par la coordination et la motricité du joueur. Si je me base sur les travaux de Weineck, la coordination, c'est quoi? C'est de l'adresse qui va se fonder sur des facteurs de performance, sur un répertoire gestuel du joueur et sur la capacité d'analyser la situation pour adapter le geste. Et c'est là où la coordination va s'exprimer par des actions motrices ou des capacités d'apprentissage moteur. Une personne qui a une grande capacité d'apprentissage moteur est un joueur ou une joueuse qui a un fort potentiel au niveau de la coordination. Donc ça, c'est plutôt un gros avantage. Et si on va plus loin, donc du coup, sur les travaux de Weineck, la coordination, c'est à la fois donc une capacité de contrôle et d'adaptation qui va être liée à 7 capacités. Une capacité de combinaison, c'est-à-dire savoir faire des mouvements avec les bras, avec les jambes. Une capacité d'analyse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le ballon, il vient dans telle situation, j'attaque quel comportement? Une capacité d'équilibre, c'est-à-dire ne pas tomber, tout simplement, ne pas courir et tomber tout seul, ne pas tomber à l'impact avec un adversaire. C'est savoir s'orienter, un sens de jeu. Je tourbillonne, je tourne sur moi-même, je vais où, je vais dans quel sens? C'est aussi avoir une rythmicité. C'est avoir une capacité de réaction suite à l'analyse que l'on a pu faire et une capacité de réadaptation. Il y a une chose qui est très importante. Pour moi, les Brésiliens, ils sont meilleurs que tout le monde. Pourquoi? Déjà, oui, il y a des terrains de foot chez eux tout le temps. Mais ils ont une chose que nous, on n'a pas. C'est la rythmicité. Et c'est pour ça que les Brésiliens sont meilleurs que nous sur les terrains et qui sont en termes de coordination et qui sont meilleurs que nous aussi un peu dans la prévention et qui se déplacent un petit peu moins. Parce qu'ils ont cette culture de samba, de danse. C'est là où André ne va pas me faire mentir et qui va me donner raison. Les Brésiliens sont très très forts là-dedans et ils tirent leur épingle du jeu. Et de ce fait, tous ces éléments-là ont un impact sur la capacité donc d'apprentissage. C'est pour ça qu'il faut travailler la coordination sur chacun de ces éléments, mais aussi ces éléments combinés.
Et ces éléments combinés, c'est quoi? C'est le jeu. Donc, la coordination est une capacité pour adapter son geste, pour répondre à une action donnée. Il y a deux éléments qui sont importants sur lesquels la coordination va avoir un impact, c'est le freinage, l'accélération et l'atterrissage. Pourquoi pour moi ils sont importants dans le futsal? Ce sont deux gestes qui sont primordiaux, parce que tout simplement ces actions vont entraîner des contraintes articulaires et musculaires qui vont engendrer physiologiquement des tensions sur l'ensemble des moyens d'union. Les moyens d'union sont quoi? Ce sont les moyens qui permettent de tenir les os les uns les autres, c'est-à-dire les ligaments, les capsules articulaires, une entorse, un ligament croisé, un épanchement. Tout ça, ce sont des éléments que l'on peut éviter si notre prévention est bien prise en charge et donc du coup, si on a une capacité de coordination bien développée. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez des corrections dans les gestes et les mouvements de vos joueurs ou joueuses. On peut voir ici à gauche, donc sur une flexion type squat, que la joueuse a un genou qui va en valgus, c'est-à-dire qui rentre vers l'intérieur. On voit que l'axe cheville-genou-hanche n'est pas aligné. Ça, dans vos correctifs, il va falloir le porter à chaque fois dans vos exercices. Il faut que vous ayez constamment l'axe, un bassin droit et un axe hanche, genou, cheville aligné. Et le dos droit, bien sûr. OK? Sur les fentes, c'est la même chose. Beaucoup de fentes sont faites de manière inadéquate. Et c'est c'est une des causes des risques de blessure. On peut voir donc à gauche, ici, ce genou qui rentre en dedans, donc en valgus, avec un bassin incliné. Et en plus, on peut avoir aussi cette torsion, inclinaison des épaules, qui va engendrer donc une position complètement mauvaise et néfaste pour le joueur. Également, faire attention sur les fentes. Le genou ne doit pas dépasser la pointe de votre pied, sinon on va avoir un fort impact sur l'articulation du genou. Très important d'avoir un genou à l'aplomb de la cheville, un dos droit, main sur les hanches et un axe cheville-genou, hanche alignée et un bassin droit. Très important d'appliquer vos corrections à vos joueurs là-dessus. Voici une petite vidéo également que j'ai prise sur le basket qui nous montre un peu au niveau des sauts quel type de réception il faut avoir. On voit bien sur le joueur là, donc la réception qui se fait progressivement, pas d'un coup arrêtée. Elle est amortie tout en gardant une stature, une posture droite et bien tenue. Pourtant, il est grand. Les deux pieds retombent bien. Et on regarde bien que quand on retombe, les deux pieds sont bien tombés pointe de pied, talon, et non pas à plat ou talon d'un coup. OK? Ici, on remarque bien l'alignement qu'on peut avoir genou, cheville, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, genou, cheville, hanche, qui est essentiel. Les genoux ne rentrent pas, et pourtant, il a 20 kg dans les mains, donc assez costaud. Autre démonstration, voilà. Quand on a atterri donc sur un niveau d'un saut, toujours avoir cet alignement cheville, genou, hanche. Ici, l'athlète garde un élastique au niveau du genou pour s'obliger à pousser l'élastique vers l'extérieur afin d'éviter que le genou rentre. Donc, ça peut être aussi un superbe outil de travail dans l'évolution. Je vais remettre la vidéo. Parce que j'ai envie que vous regardiez de nouveau la réception du saut. Regardez la réception du saut. On est sur pointe, talon. D'abord, il amortit par la pointe et ensuite le talon. C'est très important dans votre correction, hein, ça. Parce qu'on peut déclencher des tendinites, on peut déclencher des problèmes de cheville et autres. Donc, très important. Voilà. J'enchaîne. Le prochain outil que vous allez avoir au niveau de l'entraînement, c'est la charge de l'entraînement. C'est une notion entre volume et intensité. Très important. Donc, il va falloir vraiment gérer cette charge parce que ça va être un très lourd facteur de risque au niveau des blessures. Donc, l'entraîneur, le préparateur physique doivent travailler de pair pour faire en sorte que l'athlète ne soit pas fatigué ou exténué dans vos séances et aussi en arrivant donc, au niveau des compétitions. Ces facteurs également de fatigue sont d'autant plus majorés s'il est ado, jeune joueur ou si c'est un sédentaire, un salaire du dimanche ou un retour de blessure. Donc, très important, d'accord? Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que cette charge d'entraînement, on a tendance surtout à l'augmenter lors de la pré-saison
On a eu un temps d'arrêt, puis on reprend. Donc là, il faut bien moduler et gérer. Un retour donc d'une blessure et surtout aussi lié à l'environnement, la chaleur, les différents sols sur lesquels on peut jouer. D'accord? Donc, important d'adapter un programme nécessaire, bien appliqué sur ces sessions en tout cas. Parce qu'en gros, dans notre préparation, notre charge d'entraînement, ce qu'il faut savoir, c'est que nos blessures, elles viennent à n'importe quel moment de la saison et elles sont surtout dues à la fatigue. Voilà. 2 éléments à savoir, et il faut tenir compte. C'est-à-dire que selon le niveau du joueur, il faut adapter sa charge. Plus le niveau du joueur est faible physiquement, plus il faut faire très attention et y aller bien progressivement au niveau de la charge. Par contre, plus le niveau de forme ou le niveau physique du joueur est important, plus il y a aussi un risque de blessure. Pourquoi? Parce qu'il va vouloir en faire énormément. Et c'est là où il va falloir réduire un peu et le contenir. Ça veut dire qu'il faut donc adapter son entraînement et les conditions d'entraînement. C'est pour ça que je vous expose le concept de Cazorla, le fait pas. Le F de fréquence de travail, adapter donc le nombre de séances. Le A de assiduité, il faut être présent aux séances régulièrement. Si on est présent le lundi, puis le vendredi, puis un autre jour, c'est pas bon non plus, c'est risque de blessure. C'est adapter l'intensité. Pour ça, mettre en place une planification, mettre en place des séances bien organisées, mettre aussi en place une récupération. La récupération a autant d'importance que l'entraînement. C'est 50% des bienfaits de votre match. Ensuite, c'est le temps de travail. Adaptez votre temps de travail sur l'année, vos séances, vos exercices. Adaptez aussi le temps de récupération, très important. Le pas, être progressif dans tout ce que vous faites au niveau physique, très important, au niveau apprentissage. Le A de alternance, variez tout ce que vous faites. Ne restez jamais sur les mêmes exercices. C'est important. Le corps doit être choqué et doit être habitué à faire d'autres exercices dans d'autres manières différentes. Et puis le S de spécificité. Il faut adapter le travail par rapport à la discipline, à la pratique. Donc ce concept du fait pas, il est super important, il faut le respecter à la lettre. Voilà. Et puis ensuite, le travail, on peut le faire de manière collective, mais aussi individualisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau régional, difficile de faire un travail individualisé. On va plutôt avoir un travail collectif au niveau de la prévention des blessures. Chose qu'on peut faire par contre au niveau national et international. Et les joueurs sont assez friands parce que ils ont plus le temps de pouvoir s'entraîner. Et puis pour certains, c'est leur boulot de jouer, donc de faire ce travail de prévention. Très important. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au niveau international, on répond aussi à une attente, à une demande. Et ça, c'est l'élite. Donc, on travaille de détail et dans les rapports minutieux avec les joueurs. Important également par rapport à cela, c'est dans le travail individualisé, c'est mettre en place des différents outils type biomécanique afin d'analyser le mouvement. Dans les nouvelles technologies, important aussi, ça va rentrer dans la prévention. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir contrôler les charges d'entraînement, type GPS, cardiofréquence-mètre. On va pouvoir aussi contrôler les mouvements par le biais de vidéos et de rétrofeedback. Et on peut aussi utiliser le Dartfish Trainer, qui est un appareil d'analyse biomécanique qui, du coup, va nous permettre de mieux contrôler, corriger aussi les gestes. Et puis ensuite, la balance par impédance-symétrie. Oui, pourquoi? Parce que le poids, je vous ai parlé tout à l'heure de nutrition, une personne en surcharge va aussi avoir des problèmes de blessures, en tout cas des risques de problèmes de blessures. Et s'il ne les a pas tout de suite, il les aura plus tard sur des risques de rupture de tendons achilléens ou rotuliens. Voilà, on a vu l'ensemble des outils. Maintenant, je reviens sur cette phase qu'on a vue au début, c'est-à-dire le joueur au cœur. Et finalement, on peut se rendre compte que les acteurs qui interviennent dans la prévention des blessures, en fait, ils sont énormes. Il n'y a que le côté administratif, communication et journaliste qui n'intervient pas sur les blessures. Pour moi, l'agent de joueur a un impact sur la prévention des blessures parce qu'il va conditionner l'athlète. Si vous donnez une mauvaise information à votre joueur, ou ton contrat n'est pas renouvelé, je t'ai pas trouvé de club, oui, le joueur peut se blesser parce qu'il ne va pas être conditionné, tout simplement. Donc, tous ces acteurs ont un rôle dans la prévention des blessures. J'ai synthétisé tout ce qu'on vient de voir à l'instant dans ce schéma. À gauche, tout ce qui est non lié à l'entraînement. À droite, tout ce qui est lié à l'entraînement, avec le joueur au cœur de tout cela. On se rend compte qu'il y a une forte part de prise en charge du joueur, personnellement, qui est important, entre autres.
Il y a aussi une forte part de prise en charge du staff et des intervenants extérieurs dans la prévention des joueurs. Et que ça peut se faire de manière individuelle et collective, par le biais d'outils high-tech ou non. Voilà. Tout ça peut être adapté, du coup, sur l'entraînement. Le docteur Mark Fischer, intervenant à la FIFA, dit clairement « Un programme complet de prévention des blessures incorporerait idéalement tous les outils décrits ci-dessus, proportionnellement parlant, suivant le niveau du club, ce qui est réellement réalisable et fortement dicté par les attitudes et les croyances de chaque personnel encadrant. La prévention est une clé donc de la performance. » On va venir sur quelques exemples, pour que vous ayez des cas concrets. Le FIFA 11+, déjà. Alors, le FIFA 11+, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça permet donc de rendre la tête beaucoup plus fort. C'est un programme qui dure 20 minutes. Il est préconisé de le faire 2 fois par semaine. C'est un ensemble de 15 exercices où on part dans un premier temps sur de la course à pied, ensuite sur un travail de force, plio, équilibre et sur un travail de course à pied pour finir un peu plus intense. Il peut y avoir différents niveaux par exercice. Il peut être fait de manière individuelle et collective. Et il peut rentrer dans le cadre donc, de l'échauffement. Et il est différent des échauffements traditionnels. Pourquoi? Parce qu'on se concentre sur la qualité du mouvement et non la quantité. Voici quelques exemples. Dans un premier temps, on a tout un travail de course que l'on fait. Et ensuite, on va voir les 15 exercices suivants qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Alors, on va avoir un premier mouvement d'ouverture de hanche. Ensuite, on va avoir un deuxième mouvement de fermeture de hanche, simplement. Ensuite, on va avoir un travail de course autour du joueur. Voilà. Ensuite, on a un travail de course et d'impact épaule. Donc, bien faire en sorte de toujours aligner cheville, genou, hanche, réception et saut. On va avoir un travail de course avant, course arrière avec blocage d'appui. Toujours, bien sûr, en corrigeant. Corriger, hein, c'est la clé. Hein. Corriger, c'est la clé. C'est très important et essentiel. Ensuite, on va avoir un travail donc de bench. C'est tout ce qui est gainage. Voilà, avec élévation du pied. On va avoir aussi un travail donc, de bench où là, on va avoir une évolution pour les gens qui, le premier exercice est beaucoup trop facile, où là, on va augmenter tranquillement la vitesse tout en maintenant l'alignement. Et là, on va lever et on va maintenir la position, tout simplement. Ensuite, on évolue. L'exercice 8, c'est pareil, un travail de gainage, mais sur le côté. Où dans un premier temps, on va lever. Dans un deuxième temps, on va lever et on va maintenir. Alors, oui, le premier temps, c'était lever, descendre quand on ne pouvait plus, relever. Donc là, on maintient et on ne s'arrête plus. Là, on va lever à la fois le bassin, mais on va lever la jambe et on garde aussi l'alignement. Ensuite, on a tout ce qui est hamstring, donc tout ce qui est ischio, on l'a vu tout à l'heure. Dans un premier temps, on descend, on revient tranquillement. Deuxième temps, on descend jusqu'en bas, on freine. Dans un troisième temps, on va descendre, mais vraiment très lentement. Exercice numéro 10. Avec un ballon, on va travailler l'équilibre. On regarde loin devant et on garde l'équilibre. On peut faire même les yeux fermés si on veut. Le deuxième, on se lance le ballon. Le troisième, ça peut être une personne qui peut pousser, déséquilibrer. Ensuite, on a un travail de squat que l'on peut faire. Ensuite, on peut faire un travail de fente dans l'évolution. Donc, on remplace, toujours bien contrôler le mouvement. Ou on peut faire un travail de squat sur une jambe.
Ensuite, il y a tout ce qui est travail de saut qui peut être fait. On descend à 90 degrés et surtout pas plus bas. Et on corrige bien sûr la réception. On peut sauter droite-gauche dans l'évolution, bien sûr, sur le niveau 2. Ou on peut sauter vers l'avant sur différents types. Vous voyez la croix, on saute à droite, on saute à gauche, et on peut même le faire sur un pied. Ensuite, on reprend un travail de course où là, on va aller beaucoup plus vite, type sprint, accélération progressive. Sauter avec des rebonds. Et en dernier, on stoppe en course en diagonale. Voilà. Ça, ce sont les 15 exercices que peut mettre en place FIFA 11+. Application, ce que l'on peut voir, je vais légèrement dépasser mon temps, je suis désolé, mais ça c'est important. On est sur un club de foot et là on peut voir différents types d'exercices pratiques que l'on peut faire donc sur un terrain, que l'on peut adapter largement au niveau du futsal. Voilà, on peut faire aussi tout ce type de travail, c'est-à-dire qu'on peut faire du jeu pendant un temps donné, et puis à un moment donné, bing, au bout d'1 ou 2 minutes, on choisit, hop, et on passe sur un travail donc, de circuit qu'on a pu voir au préalable. D'accord? On agrandit le terrain, même principe. On joue 1, 2, 3 équipes selon ce que vous mettez en place d'un point de vue pédagogique. Et puis ensuite, l'entraîneur, au bout d'un certain temps, il arrête. Et puis, on est parti sur du gainage de tout type. On peut lever les jambes, on peut faire de côté, etc. D'accord? Et puis, varier les exercices. Ou encore, on a une partie des gens, techniquement, qui bossent avec le même binôme, et puis des gars qui sont autour et qui bossent. Voilà. Voilà ce qu'on peut mettre en pratique aussi sur le terrain. On peut mettre aussi en pratique sur le terrain un circuit de ce type-là. Voilà, que sur du travail physique, par exemple, aussi. On peut également faire, comme au niveau du basket, un travail où on va faire de l'automassage avant la séance, un travail donc de mobilité, ou un travail d'équilibre, de coordination, et pour finir, un travail gainage sur Swissball ou non Swissball. Tout ça pour conclure sur un élément, c'est que le talent, tout le monde l'a. Par contre, le travail de prévention, bah, c'est du travail. Et ça ne s'invente pas. Et ça, c'est Michael Jordan qui l'a dit, c'est pas moi. Et Michael Jordan, je peux vous dire, c'est un sacré compétiteur, surtout si vous regardez sur Netflix son histoire au niveau des Bulls. Voilà, je me suis appuyé sur beaucoup d'outils, comme vous pouvez le voir ici. Et je vous remercie de votre attention, parce que bon, j'espère en tout cas avoir répondu un peu à l'ensemble des éléments, des interrogations qui auraient pu, qui vous posent question. Et j'espère en tout cas avoir été à la hauteur. Nous voilà, hop, ensemble. Maintenant, c'est ça? Voilà. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'était franchement, et surtout dans les rythmes, c'était bien intéressant et bien très didactique. Moi, de mon côté, j'ai bien aimé. Et on a plus encore du monde qu'à tout début, donc ça veut dire que le reste du monde, ils sont bien aimés aussi. Et bah, c'est très bien. J'ai déjà noté quelques questions que j'ai reçues. On va faire 2-3 questions. Après, on passera à André. Et à la fin, on reviendra sur des questions si ça vous dit. D'accord? Donc, la première question, c'est le travail des forces excentriques. On peut le faire à partir de quel âge? À partir de quelle tâche?
à partir de quel âge? À partir de quel âge? L'excentrique, bon, déjà, tu peux le faire avec et sans poids de corps. C'est-à-dire que soit tu le fais avec le corps, soit tu le fais avec des charges. D'accord? Moi, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que l'os n'est pas suffisamment consolidé, tu peux créer des lésions au niveau osseux chez l'enfant. Comme par exemple Osgood-Schletter, maladie de Sever au niveau du talon. Pourquoi? Parce que l'enfant a des muscles beaucoup plus costauds que les os. Donc par rapport à cela, moi le travail excentrique, je ne le commencerai pas avant 18 ans. D'accord. Voilà. Afin d'éviter ce genre de blessure-là. Ça marche. Et vraiment y aller progressivement. Je serais plus pour un travail isométrique dans un premier temps, type gainage, type statique. Parce que là, tu vas renforcer à la fois la force, tu vas renforcer les tendons et tu vas vraiment aguerrir le joueur au risque des blessures et aussi au niveau de la force. On a maintenant une question de Mehdi qui nous dit bonjour Clément, il y a un travail athlétique différent à effectuer selon les profils des joueurs, style de jeu, morphologie, etc. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que selon le profil que vous allez avoir, vous pouvez avoir des mecs longilignes super grands, vous allez avoir des gars plus petits et plus trapus. Ils ne vont pas du tout avoir les mêmes attentes. Tout à l'heure, je vous parlais donc de préparation physique individualisée. C'est là où l'importance dans le haut niveau, en tout cas le souci du détail, il se situe. Si vous avez des joueurs longilignes et très grands, ils vont avoir des bras de levier super forts, super puissants, très puissants. Donc, ça veut dire que si le gars il n'est pas capable d'être renforcé, il risque des blessures type musculaire, type tendinopathie. Donc, c'est là où il est important, avec ces personnes-là, de rendre les tendons, les muscles beaucoup plus costauds. Donc, travail excentrique, entre autres, travail de gainage également. Ensuite, les mecs un peu plus trapus, c'est des mecs qui vont être puissants avec un centre de gravité assez bas. Par contre, des bras de levier beaucoup plus faibles. Normalement, ils auront un peu moins de… comment dire eux, en fait, ils vont être très explosifs. Et le problème, il va être là. Ça va être des risques de blessures sur leur explosivité et la puissance qu'ils vont dégager. Et là aussi, bien préparer le corps en fonction de ça. Alors après, rentrer dans le détail de comment préparer un joueur longiligne ou un autre plus trapu, bon là, ça pourrait demander plus un topo supplémentaire. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire là-dessus, ça me prendrait tellement de temps. En tout cas, j'espère avoir répondu, Mehdi, à ta question. On a une autre question de Rodrigo Sico qui dit, demande combien d'équipes en France en futsal ont la possibilité de travailler par rapport à la présentation des équipes multidisciplinaires. En gros, la question, c'est par rapport à ce que j'ai présenté, qui peut vraiment le faire? Oui, comment, s'il a une adaptation, comment, je pense que la question, c'est plutôt comment l'intégrer à tout type d'équipe, parce qu'il y a bien des différences, on va dire, entre des équipes pro ou semi-pro, des équipes qui font 2-3 séances. C'est pour ça, tout à l'heure, où j'ai résumé, que j'ai fait mon petit tableau avec mes petits cercles, là, bleu et vert et rose. On peut le faire individuellement, collectivement. Bien sûr, individuellement, on est plutôt sur les clubs d'élite, hein. Access, Orchy, ou là, Nantes, etc. Sporting, et j'oublie, bien sûr, j'oublie pas les autres, hein, KB, etc. Donc, tout cela, ils peuvent le faire. Donc, tout ce qui est Ligue 1, entre autres. On sait encore que Ligue 2, au-delà des deux, c'est encore un peu compliqué par rapport au club dans la structuration. Et là, tout le travail peut se faire de manière collective. Collectif de la manière dont je l'ai pu présenter tout à l'heure au niveau du foot. Un carré dedans, qui est le terrain par exemple, et l'extérieur où vous mettez en place des exercices de prévention, de travail, de gainage, de saut, d'équilibre, qui peut être fait sur 1 minute. Et ça, on peut l'adapter sous forme de roulement. On peut le mettre en place aussi sous forme exercice type, 10 minutes. Pendant 10 minutes, on ne fait que de ça et on est parti, quoi. Voilà. Là, on peut l'adapter de cette manière-ci sur les différents publics que vous avez. Pareil, si vous avez 1, 2, 3 séances, déjà, si vous arrivez à faire 10 minutes, si vous n'avez qu'une séance, si vous arrivez à faire 10 minutes sur la prévention renfo, c'est déjà super bien. Voilà. Et puis après, bien sûr, le haut niveau, plus de temps. Le haut niveau, on peut même faire la préparation ou la prévention des blessures en dehors des séances. Donc, voilà. Mais tout ce que je vous ai exposé peut être aménagé
et peut-être adapté à votre demande. J'ai fait en sorte de le présenter en tout cas comme ça. Voilà. Une autre question qui dit, dans la planification annuelle hebdomadaire, à quel moment et quelle fréquence préconisez tous les travaux pliométriques? Préconise tout. Alors, pareil, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et qui sont mises en place, en tout cas exposées sur les livres et les publications. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est déjà la pliométrie. Il faut pas. Tu as plusieurs types de pliométrie. Tu as la pliométrie basse, la pliométrie haute, si je puis dire. Il faut y aller progressivement. On respecte le fait pas. Progressivité. Pourquoi? Parce que risque de blessure tendineuse, risque de blessure musculaire par rapport à cela. Et pour moi, la fréquence, c'est il en faut tout le temps. Il en faut tout le temps, mais à moindre mesure. Je m'explique. Un athlète, si tu ne fais pas de travail pendant 10 jours, tu commences à perdre de ton efficacité. En tout cas, tu perds de la qualité, à la fois, donc si c'est de la vitesse, tu perds la qualité de la vitesse, dans l'explosivité, etc. Là, en l'occurrence, on parle de plio, donc on parle d'énergie élastique et on parle donc de restitution d'énergie et d'explosivité et aussi de réception de saut. Si en 10 jours, tu n'as pas fait de plio, eh bien du coup, tu risques d'avoir une perte de travail dans l'explosivité. Tu ne vas pas avoir de perte dans la restitution énergétique. Pourquoi? Parce que quand tu cours, tu as de la restitution énergétique. Mais simplement, c'est cette adaptation, réception, transfert, réception, course, que du coup, tu vas perdre. Et donc, l'explosivité. C'est pour ça que pour moi, il faut mettre de la plio régulièrement dans ces 10 jours. Moi, sur un microcycle de 7 jours, je mettais toujours un exercice de 10-20 minutes de pliométrie dans mes semaines d'entraînement. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je le faisais essentiellement proche des matchs. Entre autres le jeudi. On va faire une dernière question et après tout le reste des questions que j'ai notées, on les fera à la fin. Bon, il demande, Jérémy Rocher, est-ce que vous travaillez avec les préférences motrices et une préparation spécifique? Oui, les préférences motrices, il faudrait travailler avec. C'est vrai que là-dessus, j'en ai pas parlé. J'aurais pu en parler. Tout simplement, c'était quelque chose d'assez évolué. Et là, ça n'aurait concerné que les clubs de haut niveau. Moi, je voulais dans ma présentation mettre en place quelque chose pour tout le monde, à la fois pour des entraîneurs régionaux, départementaux, mais aussi à la fois pour des entraîneurs nationaux, que tout ça puisse aider à tout le monde. Les préférences motrices, c'est vraiment quelque chose où on est vraiment dans le détail. Donc là, on est vraiment sur du très haut niveau. Ensuite, la préférence motrice, c'est aussi un investissement par rapport au niveau des tests, etc. Souvent, les gens ne sont pas formés au sein des clubs pour les trouver, les déterminer. Donc, on intervient avec des personnes extérieures et ça a un coût. Et là, actuellement, franchement, au niveau du coût, il n'y a que 2 clubs qui pourraient éventuellement le mettre en place, c'est Access et Orchi qui ont les moyens. Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas intervenu là-dessus. Mais oui, on pourrait aussi, par préférence motrice, œil directeur, etc. Tout à fait. Le pied préférentiel également. On peut rentrer sur les axes œil directeur droit, donc œil directeur droit et puis être gaucher. Œil directeur droit gaucher, si on arrive à déterminer ça, on a un joueur ultra, ultra performant parce qu'il va avoir un axe de vision beaucoup plus important. Étant donné qu'il est gaucher, son œil droit va avoir un angle beaucoup plus ouvert. Donc, il va avoir une vision périphérique beaucoup plus large et une vision centrale beaucoup plus large. Et donc, dans la prise d'infos, il devrait être beaucoup plus réactif. C'est comme ceux qui sont cerveau gauche plus que cerveau droit, ou ceux encore qui sont hémisphère gauche et hémisphère droit. Donc, c'est tout à fait vrai.